Mais qu'est-ce que tu fous? Bah quoi, qu'est-ce que je fous? Je dessine à ton avis? Non mais attends, on a une vidéo à faire là, hein, Léo? Oh purée, la vidéo, j'avais complètement oublié. Merci. Bah t'as vraiment la tête dans la lune, toi. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Code et Sciences. Aujourd'hui on va parler de la Lune. Alors déjà, mais elle vient d'où cette Lune? Eh bien aujourd'hui, la meilleure hypothèse concernant la formation de la Lune dit que une planète de la taille d'environ un dixième de la Terre, qu'on va nommer Theia, aurait percuté la Terre à peu près 100 millions d'années après sa formation. Elle aurait percuté la Terre à une vitesse de 3 à 4 km par seconde. Et dans cette collision, il y aurait un disque d'accrétion qui se serait créé autour de la Terre. Et à peu près un an après seulement, l'ensemble des débris qui ont gravité autour de la Terre se seraient rassemblés et auraient formé la Lune. Alors il faut savoir qu'à cette époque, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, puisqu'elle gravitait à environ 25 000 km de la Terre. Il faut imaginer quand même que si à cette époque on regardait la Lune dans le ciel, on la verrait 15 fois plus grosse qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le ciel. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la Lune se situe à 384 000 km de la Terre. Elle s'éloigne donc à une vitesse de 4 cm par année de la Terre. Alors il faut savoir que sa formation, la Lune était recouverte d'une couche de lave en fusion d'une épaisseur de 500 km environ. Cette couche, elle s'est refroidie sur une période d'environ 100 à 200 millions d'années, ce qui est assez court finalement à l'échelle de l'univers. Les matériaux les plus lourds, les olivines, les pyroxènes, ont coulé vers le centre de la Lune, créant ainsi le manteau. Les matériaux du coup les plus légers, comme les plagioclases, se sont retrouvés en surface et ont créé la croûte lunaire. Après sa formation, tout un tas de collisions ont commencé à modeler la surface de la Lune, jusqu'à une période un peu plus intense, qu'on appelle le bombardement tardif. Ce bombardement tardif aurait été enclenché par la migration des planètes gazeuses dans notre système solaire il y a environ 4 milliards d'années. Ces impacts de forte intensité auraient alors craqué la croûte lunaire, faisant ainsi remonter le magma de profondeur, remplissant les cratères les plus importants de lave en fusion, créant ainsi les mers lunaires. Après cela, la Lune s'est refroidie relativement rapidement, en l'espace d'à peu près 1 milliard d'années. Si bien que depuis 3,2 milliards d'années maintenant, la Lune n'a quasiment pas changé d'aspect, à l'exception bien sûr de quelques impacts tardifs, comme le fameux cratère Tycho, qui est daté de 108 millions d'années. Alors bien entendu, la Lune a des effets sur la Terre. Aujourd'hui, on sait tous que les marées sont dues à la présence de la Lune. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est pourquoi. Eh bien tout simplement à cause de la gravité. La Terre exerce une force d'attraction sur la Lune. Mais l'inverse est également vrai. La Lune attire à elle la Terre. Mais pas que la Terre, également les océans. L'eau des océans est attirée vers la Lune. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'un autre bourrelet d'eau se crée également sur le côté opposé de la Terre. Encore une fois, c'est une question de gravité. Le système Terre-Lune exerce une certaine gravité, et cette gravité est moins importante sur le côté opposé de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'eau qui se réunit à cet endroit. Alors il existe également des effets de marée au niveau de la croûte terrestre. Cependant, ces effets sont beaucoup moins importants du fait de la rigidité de la croûte terrestre. De tout temps, on a attribué des pouvoirs surnaturels à la pleine lune qui influenceraient le monde des vivants. Que ce soit les loups-garous qui partent chasser, que ce soit les sorcières qui partent voler sur leur balai, la pleine lune rendrait fou. On y verrait un nombre plus important de personnes internées en hôpital psychiatrique. Bien entendu, tout ça est complètement faux. Tout comme le fait qu'on verrait plus d'accouchements lors des pleines lunes. Ou bien le fait qu'il faudrait se couper les cheveux en phase croissante, c'est-à-dire entre la nouvelle lune et la pleine lune, pour avoir des cheveux plus soyeux et plus épais. Une chose est sûre, c'est que la pleine lune influence notre sommeil. En effet, la luminosité de la pleine lune influence sur le rythme de la mélatonine, l'hormone du sommeil.
Et il a été constaté que pendant des phases de pleine lune, un temps d'endormissement plus long, à peu près 5 minutes, et des phases de sommeil profond beaucoup plus courtes. Moralité, si vous souhaitez bien dormir pendant la pleine lune, fermez les volets. Dans certains cas, les trois astres sont parfaitement alignés. On parle alors d'éclipse. Lorsque la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, on parle d'une éclipse de Soleil. Lorsque la Terre, elle, se situe entre le Soleil et la Lune, on parle alors d'éclipse de Lune. Autant le Soleil, lui, disparaît derrière la Lune lors d'une éclipse de Soleil, que la Lune, elle, ne disparaît pas lorsqu'elle plonge dans l'ombre de la Terre. Ce phénomène est dû au fait qu'une partie de la lumière provenant du Soleil est réfractée, c'est-à-dire déviée, par l'atmosphère de la Terre. Et donc une partie de cette lumière, essentiellement le rouge, arrive tout de même à la surface de la Lune. Le reste, essentiellement le bleu, est absorbé par l'atmosphère de la Terre et il ne parviendra jamais jusqu'à la surface de la Lune. Et c'est pourquoi on parle alors, lors des éclipses de lune cuivrée ou bien de lune rouge. La Lune a de tout temps intrigué les civilisations. Le dieu de la Lune s'appelle Nannar chez les Sumériens. Puis il se prénomme Sin chez les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Les Sumériens ont pour elle une vénération particulière, et notamment à Our, en Mésopotamie, où les archéologues ont mis à jour des ziggourats, des sortes de temples mésopotamiens qui lui ont été dédiés. Chez les Égyptiens, la Lune représente l'œil gauche d'Horus, qui lui-même aurait été arraché par son rival Seth, et dont la blessure et la guérison seraient à l'origine des différentes phases de la Lune. Chez les Aztèques, c'est Coyolxauhqui, la déesse de la Lune. La légende dit que, apprenant que sa mère était enceinte et croyant au déshonneur de celle-ci, il poussa ses frères à décapiter sa mère. C'est alors que Huitzilopochtli naquit. Il tua et démembra sa sœur et poursuivit l'ensemble de ses frères jusqu'à tous les tuer. Eh bien oui, rien que de notre système solaire, on dénombre aujourd'hui 183 satellites. On est en 2020 et aujourd'hui, Saturne est en première position avec pas moins de 82 satellites dénombrés. Jupiter, elle est en deuxième position avec tout de même 79 satellites. On y retrouve notamment les 4 satellites galiléens, Europe, Io, Ganymède et Callisto. Alors sachez que des lunes, il en existe également à l'extérieur de notre système solaire, à l'image notamment de Kepler 1625 b. Cette supposée exolune, découverte en 2017, ferait tout de même la taille de Neptune, et elle graviterait elle-même autour d'une planète de plusieurs fois la taille de Jupiter. Vu la taille de Kepler 1625 bi, on se demande tout de même si elle-même ne pourrait pas avoir des lunes de lune finalement. Comment parler de la Lune sans évoquer le programme Apollo lancé le 25 mai 1961 par le président Kennedy? Un peu plus d'un an plus tard, le 12 septembre 1962, le président Kennedy va alors faire son discours mythique. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Le programme Apollo, c'est quand même aujourd'hui l'équivalent de 153 milliards de dollars US, c'est-à-dire quand même 3 fois le budget de l'éducation nationale en France. Il aura tout de même mobilisé jusqu'à 400 000 personnes pour que, le 21 juillet 1969, il permette à Neil Armstrong de devenir le premier homme à poser le pied sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Au total, 17 missions Apollo rapporteront sur Terre l'équivalent de 400 kg de roches de la surface de la Lune. Seulement 12 hommes ont foulé la surface de notre satellite, tous américains bien sûr, et le dernier, Eugene Cernan, quitta la Lune en 1972
Il laisse derrière lui son empreinte et les initiales de sa fille dans la poussière lunaire. Pour tous ceux que la conquête spatiale passionne, il y a un excellent documentaire qui a été réalisé en 2016 qui s'appelle The Last Man on the Moon, qui retrace l'histoire de Eugene et ses derniers pas sur la Lune. Initialement prévu au programme, les missions Apollo 18, 19 et 20 seront finalement annulées. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte, on est en 1972, en pleine guerre du Vietnam. Le président Nixon a besoin de fonds pour pouvoir financer cette guerre. D'autant plus que l'objectif premier du programme Apollo, qui était d'envoyer un homme à la surface de la Lune, avait été tout de même réalisé 3 ans auparavant. Il devenait alors vraiment compliqué de pouvoir justifier de telles dépenses auprès du contribuable américain. Alors depuis, on va dire que la Lune, elle a totalement désintéressé la NASA. Il va falloir quand même attendre 2017 pour que la NASA se réintéresse au sujet de la Lune et se décide à lancer la construction de son Lunar Orbital Platform Gateway, une station orbitale lunaire qui servira de passerelle aux futures missions lunaires et vers Mars. Alors entre-temps, il y a les Chinois que personne n'attendait qui développaient dans leur coin leur mission Chang'e. Et en 2013, ils posèrent leur premier rover à la surface de la Lune, le rover Yutu. En 2019, ils ont réitéré l'expérience grâce à la mission Chang'e 4 et ils ont posé leur rover Yutu 2, le premier rover à atterrir sur la surface cachée de la Lune. Alors les Chinois, ils sont pas bêtes. Eux, ils avaient bien compris que la surface de la Lune était bourrée d'hélium-3, un élément qui est extrêmement rare sur Terre. Et il se trouve que l'hélium-3 sert de carburant idéal pour la fusion nucléaire. On reviendra sûrement à la fusion nucléaire dans un prochain épisode. Cependant, il faut juste savoir que la fusion nucléaire, aujourd'hui, elle résoudrait à elle seule totalement le problème énergétique et nous permettrait d'acquérir une énergie totalement illimitée et totalement propre de déchets radioactifs pour l'humanité tout entière. Alors bien sûr, on pourrait continuer à parler de plein d'autres choses au sujet de notre satellite. L'idée, c'est pas de faire une vidéo qui dure 40 heures, mais plutôt de vous rappeler de regarder dans le ciel pour y voir un astre magnifique, fascinant, passionnant, qui a fait rêver l'homme depuis toujours et qui continue de le fasciner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à envoyer à vos copains, à votre famille. Continuez à apprendre et à vivre vos passions. Et je vous dis à très bientôt sur Connaissance.